Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Dans la série Les Envahisseurs, David Vincent essayait de convaincre le monde que le cauchemar avait déjà commencé. Si la fiction fut belle, la réalité l'est tout autant. Aux quatre coins de la planète Terre, des gens courageux, souvent incompris, tentent de découvrir ce qui se cache derrière le phénomène OVNI. Depuis 2017, les USA ont validé la réalité de ces objets volants non identifiés. Si cela peut paraître inconcevable pour les plus rationnels, nous sommes nombreux à y voir un espoir dans la recherche de la vérité. Parmi les acteurs majeurs du dossier OVNI, mes invités. Une vie consacrée aux OVNI, c'est inédit avec Paola Harris et Egon Kregel. Bienvenue dans Face au Mystère. Paola Harris, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV. Vous n'êtes pas venu seul et c'est à l'initiative d'Egon qu'on a le plaisir de vous recevoir. Salut mon Egon. Salut mon Bob. Alors je disais que tous les deux vous êtes des acteurs majeurs de l'ufologie parce que Egon a beaucoup travaillé et travaille très souvent sur BTLV, nous raconte de vraies histoires. Il est dans l'actualité, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis vous aussi, vous, quand je regarde votre parcours, je ne peux être qu'admiratif parce que ça fait des années et des années que vous travaillez avec les plus grands, que vous avez côtoyé les plus grands sur ce dossier OVNI. On vous doit de nombreux ouvrages, notamment celui-ci, enfin c'est Trinity, la version française qui a été boostée en version anglaise et qui le sera, en tout cas traduit bientôt j'espère, en version française. Il y en a d'autres bien sûr des bouquins, il y a celui-ci aussi que vous pouvez retrouver, qui a été traduit en français. Je voudrais avoir votre regard, Paola, sur justement l'ufologie d'aujourd'hui, puisque ça fait très longtemps que vous travaillez sur ce sujet. On a vu, je le disais en préambule, que depuis 2017, les Américains ont validé le phénomène OVNI. Est-ce que vous y voyez un espoir ? Malheureusement, on travaille là-dessus depuis 40 ans. Il a fallu attendre que le New York Times sorte les histoires militaires et mes enfants m'ont même dit « Oh, maman, c'est réel puisque le New York Times l'a dit. » Et ça fait 40 ans que moi je travaille dessus. Donc malheureusement, c'est les médias, le New York Times, les sorties du gouvernement qui ont rendu le sujet valide. Même si ceux d'entre nous qui travaillons dans ce domaine depuis 40 ans, on travaille de toute manière et on savait que c'était réel. Mais ça veut dire quoi, Paola, quand il y a une validation du New York Times, bon déjà c'est bien pour le grand public parce que ça permet de ne pas être pris totalement pour quelqu'un de déraisonné. Mais ça veut dire quoi par cette reconnaissance du New York Times? Ça veut dire que finalement, tous ceux qu'on disait complètement frappadingues ou complotistes depuis 40 ans, finalement sont réhabilités? Le problème avec ce sujet, c'est que c'est tellement inhabituel le paranormal que les gens qui travaillent sur ce sujet, on se moquait d'eux. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé avec l'ancien ministre de la Défense Paul Hellyer, un ancien ministre de la Défense du Canada, à l'époque où McNamara était à la Défense sous Kennedy. Et j'étais à une fête d'anniversaire de Paul Hellyer, la fête de ses 90 ans au Canada, et il m'a dit, Paola, tous les ministres sont là, et il se moque de moi parce que je parle d'UFO et d'OVNI. Et lui, il était célèbre pour dire que les OVNI sont réels autant que l'air qu'on a au-dessus de la tête. Est-ce que tu pourrais parler 5 minutes aux gens qui sont là pour qu'ils arrêtent de se moquer de moi? Et j'ai dit, mon Dieu, tu m'as pas dit qu'il fallait que je parle à ta fête d'anniversaire. Et je me suis dit, ok. Je leur ai dit, alors, qu'est-ce que vous trouvez de drôle sur des missiles avec des têtes nucléaires qui tombent les uns après les autres à l'Air Force, base de Air Force en 69? Vous rien à propos de ça? Qu'est-ce que vous trouvez de drôle aux codes nucléaires pendant la guerre froide qui ont été activés en Russie et que les Russes ne pouvaient pas désactiver cela? Est-ce que vous pouvez me dire
si vous trouvez ça marrant. Et puis au final, je leur ai dit, cet homme est brave et courageux, parce que c'est une question de sécurité nationale. Et je leur ai dû donner 7 arguments pour qu'ils arrêtent de lire. Parce que ça, c'est des datas, c'est pas de la religion, c'est pas de la croyance, c'est des faits. Alors, c'est marrant parce que Paul Eluard m'avait adressé en son temps et au temps de son vivant un message ici en disant continue, il faut essayer de faire passer l'information et paix à son âme, s'il nous regarde, il doit se dire que les choses avancent. C'était un sacré monsieur. Egon, tu connais Paola. Quand on regarde, toi qui t'intéresses à ce sujet, quand on regarde le parcours de Paola, le courage qu'il faut aussi... Exemplaire, ouais. Exemplaire à tous les niveaux, parce que d'abord, parler de ce sujet, Paola l'a bien expliqué, généralement provoque et induit des rires, des lazis, des colibets, et voilà. Et deuxièmement, il faut dire aussi une chose, c'est que ce milieu était très machiste. C'était vraiment un milieu d'hommes. Et être une femme, se battre, s'imposer, a été vraiment très difficile. Aux États-Unis, je pense que ça, Paola pourra le raconter, en tant que femme, je pense qu'elle a eu à subir beaucoup d'attaques, voilà. Et il a fallu beaucoup de courage. Il faut être vraiment très courageuse. Je pense qu'elle va le dire. Ça a été compliqué pour vous justement de mettre le doigt dans cet univers? J'ai commencé avec le docteur Hynek, et une fois que j'ai vu Rencontre du troisième type, je suis allé voir le docteur Hynek. Et comme je suis italienne, je suis née en Italie, elle m'a dit « Est-ce que tu travailleras avec moi ?» Et je savais que c'était vrai, il est astronome, lui, un scientifique, et il travaillait dans ce domaine. Donc j'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il meure en 86. Et encore une fois, je travaillais avec des datas, avec un scientifique, un astronome, et je suis devenue très proche, amie avec lui. Oui, bien sûr, parce qu'il y a très peu de femmes. Est-ce que c'était difficile parce qu'il y avait, oui, très peu de femmes. J'ai un master en éducation. Moi, j'ai enseigné au lycée la plupart de ma vie. J'ai été aussi professeur en Italie de 92 à 2005. Quand je suis retourné aux États-Unis, en Europe, le sujet est pris beaucoup plus au sérieux qu'aux États-Unis. Pourtant, on a eu, nous, en France, on a deux choses qui sont assez singulières. On a d'un côté un organisme officiel qui s'appelle le GEPAN, qui fait un travail qu'on pourrait qualifier de tranquille, de pépère, mais au moins il existe. Et puis on a eu quand même le rapport Cometa. Donc le rapport Cometa qui a été un rapport très important, puisque des officiels ont travaillé sur ce truc. Et pourtant, vous allez, nous, dans les plus grandes librairies françaises, le rapport Cometa est dans un coin, et on n'a pas pris la mesure, finalement, de ce qui était dit dans ce rapport Cometa. Aujourd'hui, tout ce qui était dit dans ce rapport est relayé par Leslie Kean, par vous, par le New York Times, etc. C'est une avancée considérable quand même, Paola. Oui, je connais les gens de l'EOCEPRA et le bureau de recherche ufologique actuel, mais c'est Leslie Kean, qui est une femme, qui a fait le Camaraderie rapport connu aux États-Unis, parce que ça, c'est des datas, ça, c'est des faits, des détails précis. Moi, je l'ai lu. Tous les gens qui sont sérieux l'ont lu. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer ce genre de dialogue, parce que c'est du dialogue. Je ne crois pas que quiconque a les réponses aujourd'hui. Alors justement, à propos de dialogue, il y a un bouquin que vous avez sorti qui est issu d'entretiens avec le colonel Corso. Important. Il y a eu, au fil de l'ufologie mondiale et le fil de cette histoire, beaucoup de militaires qui ont parlé, beaucoup de militaires qui ont été un peu écartés. Et aujourd'hui, on a vu, d'ailleurs, vous m'avez envoyé une photo avec Edgar Mitchell, beaucoup d'astronautes aussi ont travaillé et ont dit, après leur carrière, qu'il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, l'information ressurgit parce que c'est au nom de la sécurité nationale, parce que les Américains parlent de ces ovnis parce que justement ils ont peur de ce qu'ils croisent dans le ciel et ils se disent si on n'a pas les moyens de contrôler ce qui se passe, ça peut être dangereux pour notre suprématie. Vous pensez que là, l'armée a pris au sérieux le phénomène ovni ?
Moi, j'ai mes idées sur la sortie du gouvernement, sur les sorties du gouvernement. Je pense que tout ce qui va sortir, premièrement, si vous voulez qu'il y ait des annonces officielles, il y a tellement de gens qui ont fait des recherches sérieuses et les gens devraient commencer à lire les livres plutôt que d'aller sur Internet. Premièrement, aller à la source directement. Et puis, les sorties, les révélations du gouvernement auront un but. Et le but du gouvernement pourra être lié à l'industrie militaire, je pense. Je pense que j'étais très proche de Carol Rosen, qui était très proche de Wernher von Braun, l'ingénieur de fusée très très connu. Il a dit qu'il fallait que cette planète, pour que cette planète fasse de l'argent et une économie, il faut qu'on invente un ennemi. Et la dernière carte qui sera utilisée, ce sera l'invasion extraterrestre, ce qui est ridicule, parce que si ça devait arriver, ce serait arrivé en Trinité, en 1945, quand on a fait exploser la bombe atomique, si on devait avoir une intervention des extraterrestres. Quand on est devenu l'espèce la plus dangereuse de l'univers, pas demain. Nous, ça fait longtemps qu'on est dangereux. Donc, je fais très attention à ce qui sort du gouvernement. Également, la raison pour laquelle je suis sceptique, c'est parce qu'ils ne se parlent pas. L'Air Force, la Navy, vous savez que c'est la Navy qui est en charge des ovnis aux États-Unis. C'est pas l'Air Force, même si ils ont la force spatiale et tout ça, mais ils ne parlent pas entre eux, ils communiquent pas entre eux, donc c'est tellement comportementalisé. C'est comme, donc essayer de trouver quelque chose là-dedans, c'est comme faire un puzzle. Donc j'ai eu des conversations avec des gens comme Chris Mellon, qui lui veut sincèrement rendre ça légitime, rendre tout ça légitime. Dans d'autres mots, c'est... grâce à lui, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on peut en parler sans que les gens rigolent. Mais on n'en sait vraiment pas beaucoup, quoi. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Jérémy Corbel, que vous connaissez peut-être, voilà, qui me disait, au moins, on a la validation, les objets sont réels. Il faut prendre ce sujet au sérieux. Quelle que soit l'origine de ces objets volants non identifiés, qu'ils soient extraterrestres, multidimensionnels, multitemporels, il y a une réalité à ce phénomène. On a la sensation, en tout cas, que par les révélations du New York Times, c'est pour une fois validé. Et même en France, on commence à avoir une presse qui est un peu plus mesurée quant à la moquerie. C'est quelque chose que tu as pu remarquer. Oui, tout à fait. Il y a eu un grand changement. Il y a encore quelques années, parler d'OVNI, c'était voilà, s'exposer au rire systématique. Là, pour la première fois, au moins, dans des émissions mainstream, les gens commencent à dire on ne rit plus des ovnis. On a eu le magazine très connu qui s'appelle Le Courrier International, qui a consacré 7 pages au sujet, avec en titre, en couverture, c'était en couverture, les ovnis font moins peur. C'est-à-dire que... Enfin, point d'interrogation, parce que là, je suis d'accord avec ce que disait Paola, c'est-à-dire que on voit quand même se dessiner un peu l'agenda de cette histoire, et effectivement, c'est lié au complexe militaire américain, hein, et c'est-à-dire que, parce qu'on nous le présente aujourd'hui comme une menace potentielle, donc voilà. Donc faut-il avoir moins peur des ovnis? Je pense qu'il faut en avoir beaucoup moins peur, moi personnellement, mais en tout cas, c'est pas le message qu'on nous envoie. Malgré tout, tu vas bientôt sortir un ouvrage chez Max Milo dans la collection BTLV Mystère inexpliqué, OVNI, sommes-nous en danger? Absolument. Et ça va me permettre de rebondir avec ce qu'a dit Paola tout à l'heure, parce que toi, tu es allé rechercher tous les cas où il y a eu des confrontations un peu difficiles avec ces objets volants non identifiés. Mais Paola disait tout à l'heure que finalement, on était l'espèce la plus dangereuse de l'univers, que c'est nous qui jouions avec le feu, avec le nucléaire. Et d'ailleurs, les ovnis ont souvent eu un rapport très fort avec le nucléaire. Ça veut dire quoi pour vous, Paola? Que finalement, ces êtres venus d'ailleurs seraient beaucoup plus sages que nous sommes les garnements de l'univers, d'après vous? Je crois qu'il faut qu'on regarde l'histoire. Je regarde au côté historique des choses.
le livre que j'ai écrit avec Jack Haley sur la Trinité, l'incident qui est arrivé 2 mois après l'explosion de la bombe atomique, avec les 2 petits garçons qui ont vu le crash et les êtres en question à 13 miles de la bombe atomique. Je rigole toujours, je plaisante toujours en disant que je ne pense pas que ces êtres sont en vacances. Je pense qu'il y a une conscience qui arrive avec les rencontres. Et dans ce cas-là, les crashs, qu'il y a un message derrière ces rencontres. Et ça, c'était avant Roswell, 2 ans. Et avant Kenneth Arnold. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 1 mois après la bombe atomique, il y a eu un message envoyé à l'humanité. Quoi que vous fassiez dans cette dimension, ça affectera d'autres dimensions. Et il faut qu'on regarde et qu'on surveille, parce que on ne peut pas défaire le nucléaire. La situation nucléaire, aujourd'hui même, et c'est un jeu d'échecs. Et la seule manière dont on peut gagner, c'est échec et mat. Et c'est très dangereux pour une planète comme celle-ci, comme la nôtre. Donc, je pense que c'est une interaction interdimensionnelle, paranormale. Je pense que c'est tout ça, pas juste une chose en particulier. Je pense que ce qui s'est passé avec les visions, les gens qui ont vu des choses, c'est que et les témoignages, ce qui est là, ce qu'on voit, nous dit quelque chose, nous dit on vous regarde et peut-être qu'il est temps de devenir des adultes. Alors justement, à propos d'adultes, je recevais juste avant l'été Randall Nickerson, qui est un réalisateur qui a fait le documentaire sur l'école au Zimbabwe, Ariel Phenomenon. Il me disait que les gamins qui ont été en contact avec ces êtres qui sont descendus dans la brousse de la soucoupe volante, 30 ans plus tard, sont encore marqués par cela. Marqués parce qu'ils ont tous vu la même chose, ils en avaient encore les larmes aux yeux, et surtout marqués parce que les images que ces entités leur ont montrées étaient des images de la Terre en fusion, en feu, etc. C'est effrayant quand même. On a la sensation que, effectivement, je crois que c'était Robert Salas qui disait ce sont peut-être nos anges gardiens, parce qu'ils nous regardent et ils nous empêchent d'appuyer sur le bouton. On est leurs petits frères, d'après vous, c'est-à-dire qu'on fait, dans l'échelle de l'univers, on est peut-être ceux qui arrivent un peu plus tard, parce qu'on peut imaginer qu'ils sont arrivés il y a 3 millions d'années, ou même 3 milliards d'années, puisque l'univers a 13,5 milliards d'années. Notre galaxie est toute neuve. Et notre galaxie est toute neuve, donc et ça veut dire quelque chose, peut-être, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, que tout est imbriqué dans l'univers. Les physiciens le disent, qu'on est tous les uns imbriqués, et que finalement, le fait qu'ils nous regardent, qu'ils nous surveillent, ça veut dire que si nous on fout le bordel dans l'univers, ça risque de mettre un peu le bordel ailleurs. Vous savez, je suis content que vous ayez parlé des enfants parce qu'on a des enfants dans notre livre, mais il y a aussi eu un incident en Australie, à Westfall, où l'engin s'est écrasé dans une cour d'école en Australie. Quand on interviewait Rémi Baca ici, Rémi m'a dit qu'il avait 6 ans et quand il a vu les êtres, et ils ont vu des gens qui tombaient d'un gratte-ciel. Et il n'avait jamais vu de gratte-ciel. Et il n'y avait pas d'OVNI en 1945. Le mot OVNI n'existait pas, ni soucoupe volante. Donc, ce que ces gens dans Trinité lui ont montré, c'était le 11 septembre. Et il faut qu'on fasse attention aux mots des enfants, aux mots que nous disent les enfants. Et les visions qu'ont fait les enfants, parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'intérêt là-dedans. Donc si vous étudiez cela, et moi je suis professeur, donc comme on étudie l'anthropologie, la géologie, si on entend, et si on étudie ça comme des études universitaires et qu'on s'asseyait autour d'une table et qu'on avait un dialogue et qu'on partageait nos recherches, on trouverait sûrement les pièces du puzzle, mais malheureusement, notre domaine d'expertise est très limité. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de désagréments. C'est pas une manière douce et calme de dialoguer pour trouver la vérité.
Donc vous avez mentionné, vous m'avez demandé est-ce que je pense que ce sont des messages à propos à notre espèce, des messages directs à notre espèce. Je ne pense pas, absolument, je ne pense pas qu'ils soient là. Si vous voyez où sont les témoignages, c'est dans les endroits les pires, dans les volcans qui est en fusion, dans des endroits comme ça. Les messages en Amérique, j'adore Egon. J'adore parler avec Egon parce que c'est le meilleur. Lui, il a fait le travail. Et il a fait quelque chose que j'ai fait aussi. J'ai passé beaucoup de temps en Amérique, hein, parce que pour moi, c'est là-bas que se trouve la vérité. C'est pur, il n'y a pas d'agenda. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas tout ça en Amérique du Sud. C'est des gens qui ont eu des vrais contacts. Ils ont eu des contacts avec des vaisseaux et des gens physiques qui sont sortis des vaisseaux. Et les messages d'Amérique latine, en ce moment, sont écologiques. La plupart d'entre eux. Faites attention à votre eau. Faites attention surtout avec l'eau, avec les inondations, avec les changements de température, avec la manière dont vous vivez, parce que toute votre vie va changer dans les années qui suivent. Donc on a besoin d'écouter, il faut qu'on écoute un peu plus. Et la plupart de mon travail maintenant, bien sûr, et heureusement, Dieu merci, je peux dialoguer avec Egon, c'est en Amérique latine. Je suis allé en Chili, en Argentine, en Colombie, au Mexique. J'ai été dans tous ces pays et parlé aux gens de là-bas. Pour revenir au cas du Zimbabwe, c'est très intéressant parce que les enfants ont dit que les aliens, de manière télépathique, parlaient de désastres écologiques. Et c'est très intéressant parce que c'est Jean-Marc Vallée et Paola. Paola connaissait Jean-Marc très bien. Elle travaillait avec lui. Oui, Jean-Marc, c'est une de ces personnes qui a changé d'avis. Et moi, j'aime bien les gens qui changent d'avis. Heineck aussi a changé d'avis. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, ça veut dire que quand on ne connaît pas ce sujet, on le prend un peu à la galéjade, on se moque un peu de tout cela. Et puis dès qu'on commence à fouiller, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Et c'est Mac d'ailleurs qui disait à propos des abductés, je crois, je ne sais pas ce qu'ont vécu ces gens, mais ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors si je peux vous dire une chose, et une chose incroyable, c'est qu'il y a des chercheurs de Saragosse qui ont publié dernièrement un rapport extrêmement circonstancié, et ils corroborent les dires de John Mack, c'est-à-dire que en travaillant avec un panel de gens abductés, kidnappés, ils se sont rendus compte que leur stress post-traumatique, si tu veux, était beaucoup plus important que des gens qui avaient été enlevés par des humains. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est solide, qui est vrai, qu'il faut cerner. C'est-à-dire que ce ne sont pas des galéjades, ce ne sont pas des inventions. Les gens qui vivent ça vivent quelque chose. Et je pense que ça demande beaucoup d'intérêt aujourd'hui de se pencher de façon à la fois scientifique et pragmatique sur ce sujet. On a sur BTLV l'interview d'un artiste qui s'appelle Ian Alexander qui a été abducté également, qui commence à parler vraiment le plus librement possible. Et c'est troublant lorsque je l'ai eu en interview. Avec le recul, il s'aperçoit que ça a commencé entre 3 et 4 ans, qu'il a commencé à être en contact, qu'il a vu derrière la vitre ce qui semblait pour lui au départ être un monstre, mais avec le temps, il voit cette tête avec ses yeux qui lui ont fait penser bien sûr aux aliens. Et puis en 2013, il a eu à nouveau un contact avec un vaisseau, et là, tout s'est accéléré. Ça a développé des facultés. Et je voudrais en venir à cela, Paola. On voit que les gens, je parle de Ian Alexander, mais c'est aussi valable pour Egon, ce sont des artistes qui ont de la sensibilité, parfois même de l'ultra-sensibilité. Et vous en avez côtoyé. Robbie Williams s'intéresse à ça. Tom DeLonge, puisqu'il est quand même allé sur ce sujet. Nina Hagen. Elvis Presley. Nina Hagen. Nina Hagen, Voilà. I have met these people. Nina Hagen, je les ai rencontrés tous, oui. J'ai rencontré Nina Hagen, Robbie Williams, oui.
Mais vous savez ce qui est, et je suis très proche de Demi Lovato, la chanteuse, qui m'envoyait des vidéos d'OVNI, même de plein jour. Ce qui est intéressant, le cas de Demi Lovato, c'est qu'elle a eu une expérience de mort imminente et ça veut dire qu'elle est revenue, elle a voyagé au travers des dimensions et maintenant elle voit et elle peut filmer des ovnis de manière très simple, très facilement. Donc on se met à se demander, les gens disent pourquoi est-ce que je vois rien? Peut-être parce que ces gens ont une sensibilité aux dimensions, aux autres dimensions. Et pour revenir à John Mack, il a dit qu'il fallait qu'on accommode notre vision du monde pour faire en sorte d'inclure cette réalité. Donc il a dit oui, c'est réel. Ce n'est pas que quoi que ce soit qui est là doit rentrer dans notre boîte à nous. Il faut que nous, on change les boîtes pour accommoder le paranormal, ce qui est normal. Il faut penser out of the box, comme vous dites. Voilà. Paula, do you remember Kim Wilde? Kim Wilde is a British singer. Est-ce que vous vous rappelez de Kim Wilde, la chanteuse Kim Wilde? Une blonde très jolie, elle avait un tube dans les années 80. Elle a vu un ovni et ça a changé sa vie complètement. C'est ça, dans son jardin. Et la dernière fois, son dernier disque, il parle des ovnis, c'est incroyable. Nietzsche disait une chose pour moi très intéressante. Nietzsche disait, pour moi, ce n'est pas les scientifiques qui vont avoir une vue, la vue la plus précise du réel qui nous entoure. Il disait, pour moi, ce sont les artistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'un scientifique va dire, si c'est, je ne sais pas, un astrophysicien, il va relier ça à ses études sur les astres, etc. Tandis qu'il dit, les artistes, ils ont une espèce d'ouverture comme ça, de vision qui peut être folle, mais ils auront, en fait, la possibilité de voir toutes les facettes de ce réel. Et c'est ce que disait Nietzsche. Il disait, je pense que l'avenir est aux artistes. D'ailleurs, Nietzsche n'a pas été un philosophe, ça a été un poète philosophe. C'est-à-dire que c'est vraiment un poète avant tout. Il suffit de lire Zarathustra, c'est un grand livre de poésie. Mais ce qui est intéressant avec Demi Lovato, c'est que c'est une artiste d'aujourd'hui, ancrée et qui ose parler. Donc on voit... Et alors ça, c'est... On doit remercier quand même le monde anglo-saxon. Les artistes sont un peu plus... prolixes dans leur dans leur proposition, en tout cas dans leur récit. Je voudrais juste revenir parce que il semblerait qu'Elvis Presley était intéressé par les ovnis. Eh bien, il était intéressé dans tout, Elvis. Il était intéressé dans les différentes religions, il était intéressé dans la philosophie. Et il croyait aux ovnis. Je sais tout ça, j'ai étudié ça et j'étais fasciné par deux choses. Qu'il portait le calendrier Maya. Il portait le calendrier Maya sur lui. Donc les Mayas, les Incas, vous savez que les cultures indigènes de cette partie du monde, tous ces gens n'ont aucun problème avec l'espace et leurs ancêtres qui viendraient de l'espace. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est dans leur culture. Le problème avec notre culture, c'est la religion, je crois. La religion a créé l'histoire avec un grand H. Donc c'est très compliqué. Chez les indigènes, dans les populations indigènes, ils croient. Ils croient que leur peuple vient des étoiles. Même Spielberg, qui a utilisé la tour du diable dans Rencontre du troisième type. Donc les Pléiades, ça parle des Pléiades en fait, des 7 sœurs des Pléiades. Donc ils connaissaient le symbole. Le symbolisme, c'est tellement important. D'autres sont intéressés à plein de choses. Lui, donc Elvis, il avait le calendrier Maya et quand il allait sur Stretch, il parlait Ainsi parlait Zarathustra, la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et moi, j'allais au concert et je disais, mais c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, il arrive sur scène, c'est qui cet homme-là avec le calendrier Maya et le phénix d'ailleurs, le symbole qu'il mettait sur ses combinaisons. Donc oui, merci les artistes, merci d'être ceux qui rendent ça normal, qui normalisent le fait d'en parler. Chers amis, il y a 2 ans, nous avons proposé un abonnement à 10 € par an pendant 10 ans.
Cette formule disparaîtra le 30 septembre. Si vous avez toujours hésité à vous abonner à BTLV, c'est le moment ou jamais. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter, pour un accès à toutes nos émissions, en espérant vous savoir prochainement parmi nous sur BTLV. Alors, justement, vous avez parlé de calendrier maya, de culture sud-américaine. Je voudrais avoir votre sentiment. Est-ce que vous avez la sensation, c'est un peu le propos du film Prometheus, que ces entités, ces êtres parcourent notre vie, ou en tout cas l'histoire de l'humanité depuis longtemps? Je dis ça parce que je reçois régulièrement Mauro Biglino, vous qui avez travaillé et qui êtes italienne. Mauro Biglino est un traducteur officiel du Vatican, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a traduit 17 Anciens Testaments pour les éditions San Paolo, qui sont les éditions officielles du Vatican, et il s'est fait virer, hein, bien évidemment, parce que il a remarqué que dans tous les textes bibliques, on parlait plus d'extraterrestres que de religion, que de Dieu. On allait jusqu'à décrire même des expériences faites par des êtres venus d'ailleurs. Vous avez la sensation que peut-être ces entités nous suivent depuis longtemps, nous ont permis peut-être de grandir et d'arriver à ce que l'on est aujourd'hui, et c'est parce qu'ils sont peut-être à l'origine de ce que l'on est aujourd'hui qu'ils nous surveillent et qu'ils disent attention, on va vous taper sur les doigts. Je crois qu'il y a une connexion entre tout ça. Moi, j'aimerais bien que ce serait... Il faut revenir aux anciens jeux, au mana en Inde, les vieux textes. J'aimerais que ce soit des recherches universitaires, mais il faut regarder toutes ces études. S'il y avait un cours universitaire où on pouvait étudier les Incas, et les peuples indigènes d'Amérique latine, les Égyptiens, vous savez, tous ces peuples. J'ai interviewé Zachary Sitche et j'étais très proche de Balducci. C'est une interview historique d'ailleurs. Quand je vivais en Italie, j'enseignais à l'école en 92. Balducci, il habitait juste en haut de la rue de chez moi. Et chaque dimanche, il m'invitait à dîner et il mettait en route l'enregistreur sur la table pendant qu'on mangeait des lasagnes. Il appuyait sur enregistrer et disait « Parle-moi des dernières histoires ». Et je lui donnais toutes les dernières informations. Et lui, il était un démonologue. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a dit « Le diable, il n'a pas besoin d'OVNI ». Ce qui veut dire que toute la mythologie autour de l'ufologie, que les aliens travaillent avec le gouvernement et qu'ils ont causé tous nos problèmes, on n'a pas besoin de ça. L'espèce humaine peut faire le mal toute seule. Ils n'ont vraiment pas besoin ni du gouvernement, ni des reptiliens. Toute cette mythologie qui vient de l'ufologie et de sa communauté. Je dis merci Monseigneur, parce que vous regardez cela de manière logique, parce que lui il était démonologue, il a dit mais ça n'a rien à voir avec les UFO, tout ça. Il dit c'est l'évolution de l'espèce dans l'univers. Il dit c'est logique. On a même dit que Dieu avait créé plusieurs planètes avec des gens dessus. Au sein même de l'Église, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? C'est peut-être que certaines personnes sont un peu plus évoluées, un peu plus ouvertes, et voient que si cette planète survit, il y a beaucoup de problèmes politiques, écologiques, mais pas seulement, la séparation des êtres humains, on ne se regroupe pas, on se sépare, le problème nucléaire, il y a tellement de problèmes auxquels il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, je pense que le phénomène, il est là, c'est pour attirer notre attention, c'est pour ouvrir les consciences, pour nous réveiller. Il faut se réveiller maintenant ou la planète ne rendra pas possible de survivre dessus. Finalement, ce sont ces ovnis. Depuis les années 40, on voit, puisque... moi, je cite toujours cette anecdote, c'est-à-dire que dès les années 40, les sites névralgiques secrets américains sont survolés par ces artefacts. Ils appelaient ça des green lights, des lumières vertes.
Et lorsqu'on a demandé, parce que lorsque l'armée est dans un état de panique, on le sait aujourd'hui, a demandé un rapport là-dessus, c'est le célèbre rapport La Passe, je dis c'est fou parce qu'à l'époque, là on est en 50 et 51, n'importe quel belligérant aurait eu en main le rapport, et je fais la démonstration dans des conférences, on prend la carte des États-Unis, et partout où il y a des apparitions d'OVNI, on met une punaise, et là n'importe quel ennemi avait tous les endroits stratégiques secrets liés au nucléaire aux États-Unis. Donc oui, ils nous ont adressé un message. Enfin, moi, je pense que là, il y a un message qui est adressé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et on rend public ce que vous êtes, les bêtises, les conneries que vous êtes en train de faire. Mais rappelle-toi quand même tous les survols de nos centrales nucléaires et de nos sites nucléaires en 2014. Hein, oui, voilà, et ça a été Drovni. Qu'on avait qualifié de Drovni, mais en tout cas personne n'a jamais su ce qui avait survolé nos centrales. C'est vrai que le nucléaire, et en plus on est le 3e pays le plus nucléarisé dans le monde. Hein, donc il y a les Américains, les Chinois et les Français. Donc, Did you know that, Paola? In 2040. Est-ce que vous saviez ça, Paola, en 2040 en 2014, nos centrales nucléaires ont été observées par de grands vaisseaux, et on les a appelés des Drovni parce qu'à la télévision, les officiels ont dit seulement des drones, ne vous inquiétez pas, c'est que des drones. Mais c'était vraiment autre chose. Beaucoup de ça est logique. Beaucoup de ça est logique. Si on utilise son esprit, c'est de la logique. Si on dit que cette réalité est la réalité, et c'est le cas, on vit dans une vraie réalité, donc il faut regarder les raisons pour lesquelles il y a des interactions entre les planètes. Il faut chercher les raisons pour lesquelles. Et je pense qu'après de nombreuses années, moi, mes livres sont que des interviews. Je connais pas j'ai pas les réponses. J'ai fait des interviews avec quelqu'un qui a été témoin de 12 crashs, dont un au Vietnam où les êtres étaient encore vivants. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour combattre tout ça? Lui, on lui a demandé d'exploser les grottes dans lesquelles les êtres observaient la guerre du Vietnam. Et il était de l'armée, c'était un militaire. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, j'ai dû prendre les mots de Clifford Stone, qui sont dans mon livre, retranscrire les mots d'Edgar Mitchell, un astronaute de la mission Apollo 13, les mots exacts du colonel Corso, qui a eu une rencontre avec un homme. C'est lui qui a fait croire à l'ancien ministre de la Défense, à qui on a demandé est-ce que le colonel Corso dit la vérité dans ce livre? Et les militaires ont dit il dit la vérité et c'est pas tout, il y a encore beaucoup de choses. Et moi j'étais la seule journaliste qui était proche de Philippe Corso parce qu'aux États-Unis il y a eu un procès contre le livre et il pouvait pas parler. Donc je l'ai ramené en Italie pendant 2 ans et j'ai eu la véritable histoire de pourquoi à White Sands, il y a eu tellement de témoignages. Et pourquoi? Parce qu'il était en train de préparer un missile nucléaire et c'est pour ça qu'il a eu cette rencontre avec les Césars. Et le colonel Corso a dit, s'il vous plaît, continuez de parler de ça, Paola, parce que moi je suis colonel au Pentagone. On a les artefacts sur lesquels on a fait du rétro-engineering, les lasers, le Kevlar, laser, tout ça, les Kevlar, ça vient de ça. Les fibres à haute résistance, les micro-puces et tout ça. Parce que, voilà, il a vu les autopsies des êtres. Et au fait, la plupart de ces êtres gris, c'est des clones, hein, c'est pas des gens. Je veux rendre ça clair, parce que le colonel Corso nous a dit qu'il y a des machines à cloner. C'est des clones, c'est des machines clones, c'est pas des aliens typiques avec les gros yeux et tout ça. Moi, j'ai appris pendant mes recherches que les vrais visiteurs nous ressemblent. Et le colonel Corso a dit ça également. Il a dit, nous, on avait peur au Pentagone. On n'avait pas des clones avec les grosses têtes et les gros yeux. Ça, on savait que c'était des clones. Nous, on avait peur de qui les avait créés.
qui avait créé ces êtres. Ça veut dire que David Vincent avait raison, c'est-à-dire qu'ils sont déjà parmi nous. Et je dis pas ça avec... Ouais, c'est qu'en fait, ce qui est fou dans les invaders, dans les envahisseurs, c'est qu'en fait, les extraterrestres prennent notre apparence. Donc on peut imaginer, et c'est quelque chose qu'on peut envisager, que parmi nous, certains le disent, hein, David Jacobs le dit, etc. Ils sont là, ils sont déjà là. Non, moi, j'irai pas jusque-là. Il y a trop de choses dans ce sujet-là. Mais des années 50 jusqu'à 1963, jusqu'à Bailey et Barney, il n'y avait pas eu d'aliens gris, de petits hommes gris. Il n'y a pas de clones, il n'y a pas de grosses têtes. C'est tous des frères de l'espace, des gens. Et un des problèmes avec les contacts des Damsky, des Howard Van Tassel, tout ça. Et moi, je l'ai étudié, tout ça, parce que je ne comprenais pas. Comment est-ce qu'on pouvait passer de gens qui nous ressemblent à seulement des petits hommes gris aujourd'hui? Comment est-ce qu'on passe du tout au tout comme ça? Et puis en Amérique latine, ils sont des frères de l'espace. Et j'ai parlé à Sister Paz et son frère Charlie, et ils les ont rencontrés. Et ils les ont rencontrés dans le désert. Et il a fallu que j'ai des latins-américains. Quand ils font ça, ils ont quelque chose de spirituel. Ils font des mantras pendant 2 jours, ils jeûnent. Ils sont en communauté en Amérique latine. Donc, quoi qu'il les visite, va venir sur Terre et va leur parler. Ils vont pas atterrir à New York. Mais les chamans sont comme ça, justement. Eux acceptent ces frères de l'espace. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions avec des chamans qui... On a la sensation que le chaman est le physicien de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, il est en contact, il a compris l'univers, comment ça se passait. Et pour eux, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que les frères de l'espace sont là, ils viennent, ils repartent, etc. Et à l'île de Pâques, c'est pareil. On leur dit, quand on leur demande qui a fait ça, ils montent toujours quelque chose dans le ciel, ils montent le doigt comme ça. On a la sensation que c'est complètement dans la culture, ce qui n'est pas la même chose dans nos sociétés occidentales. Et justement, je voulais y revenir, parce que est-ce que finalement ces ovnis, vous avez parlé des États-Unis, est-ce que c'est pas un peu la chasse gardée des Américains? Et surtout, est-ce que ils savent, tout le monde sait, mais ça remet quand même en question beaucoup de choses. Vous avez parlé de religion. Ça met à mal tout cela. C'est-à-dire que si demain on prend conscience que la vie est partout, alors est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Est-ce que c'est le Dieu des petits gris, des extraterrestres, des Pléiadiens? Voilà, ça remet en question. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que finalement on y va à tâtons sur la divulgation? En 2009, Funes, qui était un prêtre argentin, a dit de manière publique que les extraterrestres sont nos frères et nos sœurs. Et il y a un observatoire en Arizona. Je crois pas qu'il y ait de problème. Pas aujourd'hui. Je crois avec Monseigneur Balducci, ce serait accepté. Alors, quelle est la différence? Que les gens sont ici, il y a des gens sur une autre planète. Il n'y a pas de différence. Si vous regardez ça, si vous les regardez comme des vrais gens, de la vraie vie. Puis, par contre, si vous regardez ça, aux États-Unis, ça arrive souvent comme des enleveurs, et ils prennent le pas sur votre corps, font des expériences. Ça les rend... on va les craindre. Donc si vous tenez une population apeurée, vous la contrôlez. Et donc c'est ce qui est arrivé en 63 avec Betty et Benny. Betty Bahia. Donc ils ont fait que ça à partir de là. Personne ne parle de frères de l'espace aux États-Unis. C'est seulement les gris, seulement les petits gris. Et quand vous allez dans une conférence, il y a des statues de petits gris, des t-shirts, des casquettes. Pas quand j'étais en Italie. Quand j'étais en Italie et à Barcelone, en Espagne, les gens qui venaient dans les conférences, c'était des professeurs, des enseignants, des philosophes, des scientifiques, et eux, ils ne portaient pas de t-shirts et de casquettes idiotes. Ils étaient là parce qu'ils voulaient vraiment poser les bonnes et les vraies questions. Parce que moi, je ne crois pas qu'on ait les réponses.
Alors, je suis d'accord avec vous, je ne crois pas qu'on a les réponses, on vient d'ouvrir la première page et je pense que le livre reste à écrire. Mais vous parlez de culture américaine, effectivement, le cinéma est une porte ouverte sur comment dire, la prise de conscience du phénomène OVNI, mais le cinéma américain, mais à part Spielberg qui a fait 2 films extraterrestres extraordinaires, E.T. où ils sont gentils, et Rencontre du troisième type où ils sont gentils parce qu'ils veulent nous rencontrer, etc. Tous les autres, c'est Independence Day, ils veulent nous bouffer, etc. C'est V, etc. Donc, il y a Robert Wise avec Le jour où la Terre s'arrête. Oui, c'est vrai. Et il y a une super histoire derrière ça, d'ailleurs. Robert Wise. Aux États-Unis, ça s'appelle La dernière affaire. Il y en a eu 2. Le premier, c'est le vrai. Le deuxième, c'est Keanu Reeves. Il vient sur Terre et il oublie son humanité parce qu'il commence à prendre des plantes, des fleurs, jusqu'à ce qu'il voit un acte d'amour entre une mère et son enfant. Et il voit l'acte d'amour et il dit, et c'est très important, il y a du bon dans l'espèce humaine. Mais on n'a besoin que d'un seul acte d'amour. Et ça, c'est pas un bon message au final? Chers amis, à la fin du mois de septembre, l'abonnement solidaire à 4,90 € disparaîtra. Si vous avez toujours hésité à vous abonner à BTLV, c'est le moment ou jamais. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Important, si vous êtes déjà abonné à ce tarif, rien ne changera pour vous. En espérant vous savoir prochainement parmi nous sur BTLV. C'est pas ça justement qui fait que les extraterrestres s'intéressent à la planète Terre. Parce que on a la sensation, nous, quand on regarde l'univers, que la planète Terre, elle est juste extraordinaire. Moi, je suis ému aux larmes, je pleure quand je vois une cascade, quand je vois un coucher de soleil, quand je vois quelque chose. Je suis ému, je me dis, c'est juste magnifique. Je me dis, mais je suis déjà triste à l'idée qu'un jour, je ne vais plus voir ça, parce que je trouve que l'humanité, la Terre, c'est juste grandiose. On a la sensation que les autres planètes sont un peu plus pauvres. On n'est pas allé très très loin non plus. On n'a pas tout vu. Dans l'exploration, mais il y a quelque chose qui a l'air singulier, et en tout cas propre aux humains, quand on voit les récits de contactés, c'est que nous, il y a l'amour. Nous, il y a l'émotion. Il y a ce qui fait que c'est juste grandiose. C'est l'amitié, c'est la rencontre, c'est tout cela. Et on a l'impression qu'eux sont plutôt des êtres un peu plus froids, un peu plus... ce qui nous différencie, on a la sensation, c'est l'amour. Vous avez peut-être ce regard-là Je crois, je suis d'accord avec vous, mais rappelez-vous, Carl Sagan, l'astronome très célèbre, était sceptique. Mais avant de mourir, il a fait Contact, le film. Je vous invite à tous les médias du monde d'utiliser le mot enlèvement et d'utiliser le mot contact, parce qu'il y a une différence. Une abduction, un enlèvement, c'est quand on enlève quelqu'un, on les met à la poubelle, ou on demande de l'argent, on demande une rançon, c'est ça. C'est pas ça qui se passe avec les aliens, c'est des contacts, c'est un contact différent, mais c'est d'un contact. Et le mot abduction, il a une connotation si négative. Et ça garde les gens apeurés. La plupart de ces gens, certains de ces gens sont d'accord pour être contactés. Certaines personnes ont une relation avec les extraterrestres, on ne sait pas. Mais j'aime bien le mot contact. Et je crois que Carl Sagan, et je le remercie, Carl Sagan, d'avoir fait ce film, parce que c'est vraiment un film très positif. Et la plupart de sa vie, Alan Hynek m'a dit que la plupart de sa vie était très très sceptique. Et avant de mourir, il a fait le film Contact, qui est un chef-d'œuvre. Alors, puisqu'on parle de Carl Sagan, je me devais de rendre hommage à Frank Drake, qui nous a quittés quand même à l'âge de 92 ans, qui a travaillé aussi avec Carl Sagan, puisqu'ils ont été les pionniers du SETI, etc. Donc, on a fait un article il n'y a pas longtemps sur BTLV. Moi, ce que j'ai adoré dans le film Contact, avec Jodie Foster, qui est un magnifique film, c'est quand... à la fin, bien sûr, alors je ne vais pas spoiler le film, mais il y a cette rencontre. Il dit, vous n'êtes pas prêt pour aller le plus loin, comme si on devait encore grandir, comme on devait évoluer. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, Egon, dans les contacts. Tout à fait, c'est-à-dire que souvent, dans les contacts, on passe pour être un peu immature.
et qu'on a vraiment besoin de grandir. Voilà. Je pense, il y a un cas que j'aime beaucoup, qui est très connu aux États-Unis, mais qui est beaucoup moins, enfin qui n'est pas inconnu totalement chez nous, dont je parle dans le tome 1, c'est le cas de Herb Shermer. Et c'est fou, Herb Shermer, lorsqu'il révèle en fait les échanges qu'il a eus, c'est vraiment ça. Ils lui disent, il tombe sur des espèces de créatures incroyables qu'il invite dans un vaisseau. C'est un jeune policier de 22 ans qui connaît pas la vie, qui est complètement halluciné de ce qu'il voit. Et ils lui disent, d'abord on fait très attention parce que vous êtes hyper sauvage et vous êtes hyper dangereux. Vous êtes hyper dangereux. Et puis ils lui disent, il faut grandir là, il va falloir que vous grandissiez parce que vous êtes en train de massacrer votre biotope, vous êtes en train de vous massacrer vous-même. Il va falloir grandir. Voilà. C'est souvent récurrent. C'est souvent récurrent. Voilà, on arrive bientôt au terme de cet entretien et de votre visite sur BTV. Qu'est-ce qu'il faudrait finalement à l'humanité? Parce qu'on voit ce qui s'est passé là, on est à la sortie de l'été, on a eu des catastrophes dans le monde entier. En France, la France n'a jamais autant brûlé. Les forêts ont brûlé, quelle que soit la région, Brocéliande, les Landes dans le sud, le Portugal a brûlé, partout ça a brûlé, partout ça a brûlé. On voit qu'il y a eu au Pakistan il n'y a pas longtemps des inondations monstrueuses. On voit que la Terre est en... Et c'est marrant parce que tous ceux qui ont eu des contacts fraternels avec ces entités avaient déjà ces images il y a 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir que ces êtres peuvent nous aider à prendre conscience que l'on maltraite la planète? C'est difficile parce que l'étude, et moi j'envisage ça comme une étude, hein. C'est pas pour tout le monde les études. Si je suis avec des gens qui ne veulent pas parler de ça, j'en parle pas. Parce que ce n'est pas de la religion. Je ne vais pas être prosélyte. Si je trouve des gens qui pensent comme moi, comme Egon ou vous, ah bien on peut parler de ça de manière intelligente. Eh bien peut-être qu'il est temps de faire un sommet, un groupe de gens sérieux qui ne veulent pas, cherchent pas à faire ça juste pour devenir célèbre ou pour avoir un nom, quelque chose. Peut-être qu'il est temps qu'un groupe de gens se retrouve, je suggère en Amérique latine par exemple, pour essayer de brainstormer, réfléchir ensemble à une manière de changer la réalité. Parce que personnellement, je crois qu'on est les créateurs de notre propre réalité. Je ne pense pas qu'on soit des victimes de quoi que ce soit. On a créé tout ça. Donc peut-être, et peut-être que vous pouvez le faire, hein, Bob, vous pouvez regrouper des gens pour un vrai dialogue. Et je crois que même les révélations de ces derniers temps, c'est un dialogue. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait. Un sérieux dialogue. Je crois que personne n'a la réponse, donc il faut parler ensemble. Nouveau, BTLV présente les ciné-débats. Le 23 octobre, en compagnie de Valérie Seguin et de l'un des intervenants du film L'âme, l'au-delà et l'invisible, Bob Bellanca vous propose une soirée exceptionnelle. Dès 20h, diffusion en direct du film, suivie d'un débat autour du mystère de la survivance de l'âme. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. Je trouve que vous avez raison il faudrait un gros colloque avec de scientifiques, d'experts, même de journalistes qui sont plus ouverts que les autres, etc. Je crois que ça arrivera dans les mois ou dans les années qui viennent. Quand on voit par exemple la prise de position d'Avi Loeb, quand même d'Harvard, qui se mouille. C'est-à-dire qu'on a rarement un scientifique de ce niveau-là. Mais il y a eu par le passé, parce qu'on parlait de John Mack. Bien sûr. John Mack, pour moi, a ouvert une porte absolument il a ouvert, incroyable, bien évidemment. Mais entre John Mack et Avi Loeb, il y a des années. Donc on voit quand même que... Et j'ai la sensation, Bill Nelson de la NASA, qui met quand même un groupe d'études sur ce sujet, qui dit il ne faut pas se moquer, vous avez une carte verte, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, parce qu'on ne sait jamais, il faut prendre sérieux. Quand même, Avril Laine, quand même, qui est la patronne du renseignement américain, qui dit attention, elle dirige 18 agences de renseignement aux États-Unis, qui dit attention, il faut envisager peut-être que ces objets sont de nature extraterrestre. C'est juste fou, c'est quelque chose... Bill Nelson aussi. Voilà, mais c'est fou parce que c'est des mots qui sortent de la bouche de gens importants que je ne pouvais pas imaginer. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ce dossier, que je ne pouvais pas imaginer il y a 4 ans encore.
Et j'ai donc la sensation que ce que vous proposez, ce que vous aimeriez voir, va voir le jour. C'est-à-dire qu'on va avoir un colloque un jour sur ce phénomène. Il faut le prendre au sérieux. Parce que ce que je trouve fou, c'est que la science, normalement, elle est faite de curieux, de gens qui sont ouverts. Et souvent, on a passé des années et des décennies avec une science qui est complètement fermée. Et on commence à avoir une science ouverte. Le problème de la science, c'est-à-dire que la science a évolué selon un dogme. Oui, bien sûr. Et beaucoup de gens... Mais le monde est basé sur du dogme. La religion est un dogme, la science est un autre dogme. Tu vois. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, les personnes qui ont fait évoluer tous les sujets, j'entends pas que l'ufologie, mais tous les sujets, ont été des outsiders, ont été des rebelles. Je lisais un livre magnifique de Bernard de Velmans, et il y a une préface fabuleuse qu'il faudrait que... Cryptozoologue. Cryptozoologue, et qui dit ça, qui dit « Je suis confronté à des scientifiques qui sont tellement dogmatiques qu'ils ne veulent même pas entendre parler et qui font disparaître mes preuves. » C'est-à-dire qu'il a des preuves sur certaines choses et les scientifiques ont fait disparaître ces preuves. Ouais. Donc, effectivement, le problème de la science, elle s'est complètement sclérosée, elle s'est complètement fermée. Mais ça s'ouvre, j'ai l'impression que ça revient. Moi, je pense qu'il y a un processus, je ne sais pas ce qu'en pense Paola, mais moi, je pense qu'il y a quand même un processus qui est difficile, mais qui quand même, progressivement, depuis des années, se passe tout doucement en sous-marin. Alors évidemment, il faut du courage. Ouais. Il faut des gens comme Paola, comme d'autres, qui vont au charbon, qui se battent. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, c'est... Bob, vraiment, quelque chose est né, une graine a été plantée. Même si on se heurte à beaucoup de scepticisme, à de la malveillance, à des rires, depuis quand même des années, des choses ont bougé. Voilà. Vous avez l'espoir, Paola, justement, que les choses vont bouger. On va peut-être conclure là-dessus. Well, just working with Jacques Vallée, Jacques a été un des courageux. Donc voilà. C'est vraiment génial parce que un homme qui travaille avec une femme, et on a vraiment deux espèces différentes qui travaillent ensemble pour produire ce qu'on a produit, c'est-à-dire un vrai trésor, parce que ça, c'est arrivé avant Roswell. Et en lui parlant, il a tellement évolué. Jacques, je sais qu'avec Avi Loeb, il a eu un dîner avec Avi Loeb. Ils se sont assis. Jacques fait partie du projet Galilée. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est plus de femmes là-bas. Genre, est-ce qu'on peut avoir genre 5 femmes et 3 hommes au lieu de 10 hommes et 1 femme? Donc, j'encourage la recherche, les chercheuses femmes de faire ça et de le faire correctement avec des datas et d'être impliquées sur le terrain. Parce qu'il y a un équilibre à trouver. On a deux manières de penser différentes. Nous, on voit la forêt en entière. La plupart du temps, les hommes ne voient que la forêt, que l'arbre. Donc, il faut qu'on s'allie pour mettre les pièces du puzzle ensemble. Donc, moi, je vois beaucoup de changements et je l'ai vu en travaillant avec Jacques. C'était un miracle. C'était extraordinaire, magnifique d'avoir cette collaboration. Donc, j'espère vraiment que plus de gens collaborent. Parce que comme ça, on pourra trouver la vérité. Ma dernière question, elle vient, elle est presque personnelle. On a vu Jacques Vallée évoluer. Dans un premier temps, il est quand même très tollé-boulon, voilà. Et puis, tout d'un coup, il prend conscience que ça va au-delà. Et ça revient, puisque tout à l'heure, vous avez parlé d'expériences de mort imminente avec Demi Lovato, etc. On a la sensation que finalement, c'est beaucoup plus complexe que juste des soucoupes volantes, qu'il y a tout qui est imbriqué, la vie après la mort, qu'il y a des choses que peut-être même que ces lumières que l'on voit dans le ciel seraient peut-être des consciences. Là-dessus, il a évolué. Vous aussi, vous avez, sur votre chemin, évolué sur votre perception du phénomène OVNI? Oui, évidemment. Quand je travaillais avec Alan Hynek, je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait dans les vaisseaux.
je mettais des petites épingles un peu partout sur une carte. Et il m'appelait, il me disait « Hey, on a vu 5 témoignages dans l'Indiana, 4 à Chicago. » Moi, je ne pouvais pas, mon cerveau ne pouvait pas penser à ce qui se passait à l'intérieur. J'étais incapable de l'envisager. Ça change votre réalité complètement. Jusqu'à ce que j'aille... C'est quand je suis allé en Amérique latine que j'ai changé ma réalité. J'ai dû accepter ce qui était à l'intérieur du vaisseau. Parce que pour moi, juste faire de la mécanique, c'est facile. J'enregistre tout et puis... Mais essayez de comprendre que ce qu'on vit là tout de suite, ce n'est pas la réalité. Que beaucoup de cela est une illusion. Ça vous amène dans un autre domaine de recherche. Et c'est en ça que j'ai évolué. Alors, merci mille fois, Paola Harris, d'être venue. Je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, avec Jacques Vallée, de cette merveille, parce que si vous voulez remonter avant même Roswell, vous allez découvrir ce Trinity, le secret le mieux gardé. Il y a une version augmentée qui va peut-être être traduite, hein, tu me disais, Egon. It's going to be translated? Not yet. Non, pas pour l'instant, mais dans tous les cas, il y a la version française. Bon, on va en parler à Jacques. Voilà, et puis il y a Paola Harris avec OVNI, tout ce qui précède et au-delà. Merci, et puis après on trouve bien sûr les versions américaines un peu partout sur les sites. Merci mille fois d'être venu sur BTLV. Ça a été un vrai plaisir. Ça faisait longtemps que Egon m'avait dit on aura Paola, on aura Paola. J'adore Paola. Ouais. On s'est rencontrés, on peut le dire, en 2009. On ne s'est jamais quittés. En fait, on a toujours gardé des contacts et voilà, il y a des amitiés qui naissent. Il y a des amitiés qui naissent et on est sur la même longueur d'onde. Moi, j'adorerais, je le dis là, partir faire une belle enquête avec Paola en Amérique du Sud, parce que je connais bien aussi l'Argentine et peut-être qu'on fera ça un de ces jours. Bon, écoutez, let's go to South America. Yes. Yes. Vous avez fait un vœu et sur BTLV. Merci mille fois. On rappelle que Egon sera également dans l'actualité à partir du mois d'octobre. Il sera bien sûr en précommande. Son ouvrage OVNI, Sommes-nous en danger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Paola, merci Egon. Merci et à très bientôt. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination du visiteur. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas, et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.